Notre grande soirée politique continue sur France 3 Alsace et sur les ondes de France Bleu Alsace. Bonsoir à vous qui nous rejoignez pour notre deuxième débat dans le cadre des législatives anticipées à 11 jours du premier tour. Nous allons dans les 45 prochaines minutes nous intéresser à la 8e circonscription du Bas-Rhin, c'est celle de Wissembourg. Et c'est la circonscription la plus au nord du Bas-Rhin, un vaste territoire qui s'étend de Niederbronn-les-Bains à Seltz, en passant par Wissembourg et Lauterbourg, une circonscription très rurale qui compte près de 125 000 habitants, des habitants plus aisés que dans le reste du département, avec un taux de chômage plus bas aussi, un taux de pauvreté également en deçà de la moyenne départementale. 9 candidats sont en lice sur cette circonscription. 4 d'entre eux sont présents autour de cette table. Nous allons vous les présenter selon un tirage au sort que nous avons préalablement effectué. Sont donc avec nous Myriam Zekag. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Nouveau Front Populaire. Vous êtes issu des rangs de LFI. Vous avez 35 ans. Vous travaillez pour une ONG dans le domaine de la coopération européenne. Stéphanie Cochert, bienvenue à vous. Vous êtes la députée sortante Horizon de la circonscription. Vous avez 48 ans. Vous êtes éducatrice spécialisée et conseillère d'Alsace. Théo Bernhardt, bonsoir. Bienvenue à vous, le Benjamin autour de cette table. Vous avez 23 ans et vous venez tout juste de finir vos études en biomédecine. Enfin, Victor Vogt, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous représenterez LR. Vous êtes également soutenu par le parti régionaliste Unserland. Vous avez 35 ans. Vous êtes maire de Gundershofen, président de l'OLCA, l'Office des langues et cultures d'Alsace et de Moselle. Et pour être complet, vous êtes également conseiller d'Alsace. On va également voir les autres candidats qui sont en concurrence avec vous dans cette élection et on précise que cette émission va se dérouler en 2 temps. On verra d'abord donc les forces politiques en présence avec les enseignements des élections européennes dans la circonscription. On entendra ensuite vos propositions sur les enjeux locaux qui concernent vos administrés. Et commençons donc par les enjeux politiques sur cette circonscription où le Rassemblement national enregistre parmi ses meilleurs résultats en Alsace et les européennes ont confirmé cette dynamique. Regardez la transposition des résultats à l'échelle de la circonscription. Si l'on additionne le Rassemblement national et Reconquête, l'extrême droite est à 48,5%, soit son meilleur score en Alsace aux européennes. Déjà en 2022, Wissembourg faisait partie des 3 circonscriptions alsaciennes à hisser un candidat RN en tête au premier tour. Circonscription finalement remportée par Stéphanie Cochert, membre du parti Horizon d'Édouard Philippe. Et pour ces législatives express s'invitent plusieurs nouveaux visages qui concourent pour la première fois aux législatives. Vous, Théo Bernhardt, donc pour le Rassemblement national, je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et vous, Myriam Zekag, donc pour le Nouveau Front Populaire. Théo Bernhardt, vous êtes donc le plus jeune autour de cette table, je l'ai dit, 23 ans, très très jeune. Vous avez fini aujourd'hui même, vous venez de me le dire, vos études en biomédecine à Schiltigheim. Est-ce que c'est vous qui aviez vraiment cette volonté de vous présenter ou est-ce que vous l'avez fait pour dépanner parce qu'il a fallu en urgence trouver des candidats, investir dans toutes les circonscriptions? Non, pas du tout. J'ai tout de suite proposé ma candidature au parti parce que j'étais motivé pour aller dans ces élections législatives et motivé pour, après la bataille des européennes que nous avons gagnée, gagner cette fois-ci la bataille des législatives. Mais est-ce que vous venez vraiment de cette circonscription ou pas du tout ? Alors actuellement, du fait de mes études, j'étais sur Schiltigheim, mais toute ma famille est origine de la 8e, notamment Salmar. On a regardé, on a été curieux, on est allé voir votre Instagram, Théo Bernhardt, et vous êtes un habitué des jeux télé. Vous avez fait Tout le monde veut prendre sa place, je crois. Exactement. Et les 12 coups de midi, vous faites ça pour vous amuser aussi Oui, écoutez, c'est un petit plaisir que j'ai eu. Je me suis dit une fois, c'était la première fois pendant le confinement, pendant le Covid, je me suis dit, allez, on va essayer, ça a marché. Et là, la candidature, c'est aussi pour... je sais pas, pour vous amuser ou c'est plus sérieux, non, c'est du sérieux. Une candidature pour être député, c'est du sérieux. Victor Vogt, vous étiez donc déjà conseiller d'Alsace. C'est la première fois que vous vous lancez dans l'aventure des législatives. Qu'est-ce qui vous a décidé, dans des conditions en plus aussi rapides, à vous lancer sur ce terrain-là? En fait, moi, c'est plutôt une volonté de refuser la forme de plébiscite que représentent en fait ces élections législatives. Qui nous demande finalement de donner
soit de nouveau un blanc-seing à Emmanuel Macron, moi ou le chaos, ou alors à donner un blanc-seing à Marine Le Pen et ses alliés. Et je crois qu'en Alsace ou en France, la diversité des opinions en fait, mérite d'être représentée. Et je souhaite représenter une alternative républicaine et alsacienne dans ce scrutin. Donc vous partez effectivement avec une double étiquette qu'on va peut-être essayer d'un tout petit peu éclaircir. Vous êtes officiellement investi par les LR, mais vous n'avez pas mis leur logo sur votre affiche. En revanche, vous avez bien mis celui d'Unserland. Pourquoi pas le blason LR? C'est votre famille politique, c'est trop lourd à porter après le western auquel on a assisté. L'explication, elle est très très simple. Au moment où on a préparé l'impression des documents, Éric Ciotti n'était pas encore exclu du parti. Et moi, en tant que petit-fils de résistant, il me semblait impensable d'avoir l'étiquette LR à partir du moment où Éric Ciotti s'accorde avec le Rassemblement national. Son départ acte les choses, donc là, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je suis républicain, mais si c'est Éric Ciotti qui ne quitte pas le parti politique, c'est moi qui le quitterai. Myriam Zekag, vous n'étiez pas militante politique, en tout cas jusque-là. C'est aussi votre première aventure lors d'une élection, comme Théo Bernard d'ailleurs. Vous vous appelez mutuellement d'ailleurs pour vous donner des conseils ou pas du Absolument tout en tant pas. que novice? Non, pas du tout. Vous êtes depuis 6 ans en Alsace, hein, si je ne me trompe pas. C'est exact. Originaire de région parisienne. C'est exact. Vous travaillez sur Strasbourg. Vous avez un lien quand même avec cette circonscription? Je travaille depuis chez moi, en fait. J'habite à Weyerheim et c'est la raison pour laquelle j'ai passé quand même beaucoup de temps à découvrir l'Alsace, à devenir assez passionnée de ce qui se passe. J'avoue que pour des raisons personnelles, c'est l'Alsace qui a conquis mon cœur finalement. Et c'est pour ça aussi que j'ai l'intention d'y rester et de comprendre les problématiques qui se posent ici. J'ai certes, c'est peut-être ma première expérience électorale, cependant j'ai quand même milité auparavant et notamment en tant que militante associative, que ce soit en France ou dans les différents pays où j'ai vécu de l'Union européenne. Mais pourquoi cette circonscription-là, si vous travaillez à Weyerheim, pourquoi aller dans la 8e du Bas-Rhin? C'est un parachutage? C'est pour dépanner? C'est pour faire quoi? Parce que les forces militantes, en fait, sont présentes sur la circonscription 9 et la circonscription 8. Je porte un effort collectif, un effort qui a été construit notamment depuis le mouvement NUPES, mais pas seulement. Avec le nouveau Front populaire, on a quand même l'union des forces syndicales, des forces associatives, des différents partis. C'est quand même un moment historique d'union. Et c'est quelque chose que je porte aujourd'hui, parce que l'Alsace, on parle circonscription 8, effectivement, il y a des enjeux très spécifiques à ce territoire. Il y a quand même un travail militant local. Les questions de... Les enjeux spécifiques propres à ce territoire. Mais les questions de transport, notamment typiquement tout ce qui est accès au train, tout ce qui est transport des personnes qui travaillent comme frontaliers et frontalières. Il y a aussi des enjeux de gestion du foncier, en tout cas des terrains agricoles versus quelle utilisation pour les industries. Tout ça, ce sont des enjeux qu'il faut creuser et qu'il faut creuser de façon démocratique avec une représentation des personnes sur place. Stéphanie Kochert, alors vous, cette circonscription, vous la connaissez puisque vous en êtes la députée sortante. Une circonscription qui a reçu une visite de marque cet après-midi puisque Édouard Philippe, votre patron, le président d'Horizon, était à vos côtés. On en voit l'image en début d'après-midi à Wissembourg. Qu'il vienne aujourd'hui, alors il est aussi venu notamment soutenir Vincent Thiébaut sur la 9e circonscription, c'est député sortant. Le fait qu'il vienne malgré tout, c'est dire combien vous avez besoin d'un poids lourd pour vous soutenir, c'est dire combien vous êtes en danger actuellement dans ce scrutin? Alors on ne le cachera à personne, on sait que la 8e circonscription, les votes extrêmes, notamment extrême droite, progressent d'année en année. Alors moi je suis implantée, forcément je viens aussi de cette circonscription. Je l'ai traversée pendant 2 ans et travaillé beaucoup sur des sujets, sur la santé, sur le transfrontalier, mais aussi sur tout ce qui concerne la sécurité de nos concitoyens. Aujourd'hui, Édouard Philippe, il vient surtout soutenir une sortante. Je crois qu'on a été une très très belle équipe chez Horizon, même si nous étions dans la majorité nationale, dans la majorité présidentielle, pardon. Aujourd'hui, Édouard Philippe demande un rassemblement d'une nouvelle majorité parlementaire et c'est pour cela qu'il vient soutenir ces députés sortants parce que je pense qu'aujourd'hui, Édouard Philippe a une vraie vision d'apaisement pour la France.
Oui, c'est pas juste un coup de com', Édouard Philippe, dans votre circonscription aujourd'hui Édouard Philippe, moi je l'ai rencontré pendant 2 ans. Il venait régulièrement sur nos groupes parlementaires tous les mardis matins. Donc on a eu un échange constant pendant 2 ans. Donc il est vraiment très proche de ses députés. Nous n'étions pas nombreux, j'espère que nous le serons un peu plus la prochaine fois. Mais c'est quelqu'un qui est présent pour ses parlementaires, mais aussi qui est très proche des citoyens. En termes de parlementaires, Madame Kocher, c'est vrai qu'on se demande s'il vient quand même vous donner un petit peu de visibilité. On a regardé un petit peu les statistiques de l'Assemblée nationale. On s'est intéressé notamment aux interventions, aux questions orales au gouvernement ou aux interventions dans l'hémicycle. Si on compare ceux qui ont été élus de votre camp avec une première élection en 2022, qu'on vous compare par exemple à Louise Morel ou Charles Zinzenstul, vous êtes très, très discrète. Est-ce que finalement, ce tailleur de député vous convient vraiment? Est-ce que vous vous épanouissez dans ce mandat? Alors voilà, moi j'ai une personnalité discrète pour tous ceux qui me connaissent, très, très tempérée. Après, j'ai été aussi en commission des affaires étrangères. Donc la commission des affaires étrangères, vous le savez, ne porte pas beaucoup de textes, notamment des ratifications. J'ai eu des interventions en hémicycle, des questions au gouvernement, beaucoup sur la circonscription quand même. Donc voilà, moi je fais un travail de fond. Mais vous avez fait, d'après mes statistiques, que 5 questions orales, je crois, pendant ces 2 ans. Non, en tout cas, pas beaucoup. Par rapport, j'entends, à Louise Morel ou à des gens qui sont dans la même majorité que vous. 5 questions au gouvernement. Voilà, 5 questions au gouvernement. Est-ce que vous dites, est-ce qu'on peut s'interroger sur, je ne sais pas, votre envie de rester député ? Alors, je pense que je l'ai démontré pendant ces 2 ans avec un véritable travail de fond aussi sur la circonscription, avec 300 déplacements, que ce soit moi ou mes collaborateurs, que ce soit des questions écrites, parce que voilà, ça c'est l'image que l'on donne, c'est les questions au gouvernement, mais c'est vraiment un travail de fond qui est nécessaire pour défendre notre circonscription. Je parlais de cette question de visibilité qui est nécessaire, effectivement, quand on veut se faire élire sur une circonscription. Théo Bernard, effectivement, vous faites partie de ces tout nouveaux visages. Est-ce que, quand on voit les résultats des européennes, est-ce que finalement, vous avez, besoin vraiment de faire campagne, ou est-ce que surfer sur la dynamique actuelle vous suffit ? Non, il faut faire campagne. Surfer sur une dynamique ne sert à rien, surtout qu'une élection législative est totalement différente d'une élection européenne. On va avoir 577 élections et pas une élection qui va comporter tout le territoire national. Donc non, je ne surfe pas sur une vague. Aujourd'hui, je fais campagne, je suis sur le terrain. Et Vous y êtes déjà allé sur le terrain ? Oui, bien sûr. J'ai été voir les potiers à Soufflenheim, j'ai été à Soultz, j'ai été à Wissembourg également. Enfin non, j'ai déjà fait pas mal de campagnes depuis que je suis investi par le Rassemblement national. Donc vous dites pas c'est bon, j'aurai la circonscription parce que mon parti progresse. Une élection n'est jamais jouée d'avance. Si les personnes décident d'aller voter, là oui, on peut être élu. Maintenant voilà, chaque élection n'est jamais jouée d'avance et il faut travailler le terrain. Victor Vogt, vous avez choisi cette circonscription. Est-ce que vous l'avez choisie aussi parce que c'est une des plus dialectales d'Alsace ? On sait que vous êtes président de l'OLCA. Est-ce que vous vous êtes dit, peut-être que c'est là où j'ai un peu plus de chances de faire un score plus élevé ? Moi, ma candidature, elle est assez simple. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Je parle l'alsacien, effectivement, c'est ma langue maternelle. Vous êtes maire d'une commune de la circonscription. Je n'ai jamais quitté ma commune. Donc il me semblait tout à fait naturel de me présenter sur ce territoire. Mais la vocation supplémentaire de me présenter, c'est aussi parce qu'on a besoin en Alsace du Nord de lever le drapeau au-delà de la forêt de Haguenau. Parce que nous, vous savez, chez nous, on a la ligne Maginot, on est un peu un glacis des services publics, des services de santé qui reculent. Quand on parle aussi de la situation économique et sociale que vous évoquiez au début de l'émission, la situation n'est pas aussi rose. On a des problèmes pour loger nos jeunes. Moi, je fais partie d'une jeune génération. Et donc, c'est moi plutôt une envie qui vient d'une certaine profondeur d'âme, qui a envie d'emporter cette circonscription pour que l'Alsace du Nord ne soit plus un glacis politique. Sans jouer finalement sur la fibre culturelle locale particulièrement ? Chez nous, l'alsacien est quelque chose de totalement apolitique, puisqu'on est plus de 70% à le parler en fait, sur ce territoire-là. Et donc, c'est sûr que ça crée du lien en fait, avec la population.
Je connais bien cette circonscription puisque je l'arpente aussi dans d'autres responsabilités puisque je suis vice-président de PAMINA également. Où je m'investis énormément pour le transfrontalier. J'ai d'ailleurs obtenu qu'on puisse avoir un poste supplémentaire à Infobest pour les travailleurs transfrontaliers. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un morceau de ma peau, en fait, ce territoire. Donc voilà pourquoi je m'investis. Myriam Zekhaoui, vous allez l'apprendre, vous, l'alsacien ? Oui, je vais l'apprendre. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Malheureusement, c'est pas encore sur Duolingo, donc ça, je vais y travailler. Je voudrais quand même revenir sur ce que, mesdames et messieurs, vous avez dit aujourd'hui. En fait, je suis assez d'accord avec le diagnostic. C'est vrai qu'il faut un travail de fond. Il y a un recul des services publics et cette élection n'est pas gagnée. Cependant, je suis absolument pas d'accord avec les solutions proposées par vos différents programmes. Notamment, je pense particulièrement que le fait que le Rassemblement national et que les partis d'extrême droite aient fait un tel score aux européennes ne dit pas une victoire du Rassemblement national dans la Circo 8, notamment parce qu'ils n'ont encore jamais, malgré des scores relativement hauts lors des dernières législatives, ils n'ont jamais remporté le siège. Donc dans cette mesure-là, je crois sincèrement que l'histoire sociale, l'histoire mutualiste de l'Alsace permet quand même de donner un peu un espoir pour des politiques qui donnent vraiment un tournant pour renforcer les services publics, un programme par ailleurs porté par des centaines d'économistes, notamment des prix Nobel. Théo Bernard, vous allez briser le plafond de verre ? On va briser le plafond de verre. Vous avez dit, on a fait 41-73%, si je dis pas de bêtises, lors des élections européennes. Voilà, comme j'ai pu le dire, en effet, d'une élection à l'autre, les scores ne sont pas transposables, mais oui, on va briser ce plafond de verre et on va enfin envoyer un député patriote à l'Assemblée nationale. Myriam Zekhaoui, juste pour qu'on vous connaisse un tout petit peu plus, Absolument. parce que c'est quand même important pour les électeurs. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, au sein de ce nouveau Front populaire ? Donc vous êtes des rangs d'LFI. Est-ce que pour vous, c'est plutôt Mélenchon, Premier ministre, ou plutôt quelqu'un d'autre ? Comment vous vous positionnez là-dedans ? Alors, je n'ai pas de choix personnel de Premier ministre. Par contre, de par mon passé jusqu'à il y a quelques jours, dans le secteur associatif, dans le secteur syndical, je crois aux initiatives locales. Je crois au fait que, quel que soit le gouvernement, la société civile, les syndicats devront exiger du gouvernement, quel qu'il soit, qu'il rende des comptes. Et c'est ce travail qui permet la démocratie et qui permettra à la voix des Alsaciens et des Alsaciennes d'être entendue auprès du gouvernement. Et comme ça, la circonscription ne sera pas entendue. Et je trouve que c'est très important de le dire. Et pour être complet sur vos positionnements, je voudrais qu'on évoque la perspective de l'entre-deux tours quand même, parce qu'il pourrait y avoir éventuellement une triangulaire sur votre circonscription. Peut-être Stéphanie Kochert, si jamais vous êtes distancé, que vous n'êtes pas qualifié, vous appelez à voter pour qui entre les trois formations qui sont devant vous ? Je n'appellerai pas à voter pour moi les extrêmes. Alors moi j'ai siégé 2 ans à l'Assemblée nationale, j'ai connu 2 ans de vacarme aussi, que ce soit sur l'extrême gauche qui je pense était déplorable pour l'image de notre institution. Quelle extrême gauche ? De quelle extrême gauche vous parlez exactement ? Moi, je parle de la frange gauche, donc le Front populaire que vous représentez aujourd'hui. C'est pas l'extrême gauche selon le Conseil d'État. Ou la NUPS. Pour les Français, c'est l'extrême gauche. Pas pour le Conseil d'État. Pour les Français, ça l'est. Pas pour le Conseil d'État. Pour moi, pour l'avoir vécu au quotidien, pour avoir vu le blocage que vous avez essayé de mettre en place pendant 2 ans, quand j'ai entendu des amendements feuilles de chou, feuilles de salade, ou sur des amendements qui pouvaient changer une virgule ou un point, m'expliquerait si ce n'est pas du blocage. Ensuite, de l'autre côté, moi, je ne partage pas la même vision que l'extrême droite. Nous n'avons pas la même vision pour la France. Moi, je suis une Européenne convaincue, humaniste, qu'est l'Alsace aujourd'hui. Mais donc, Stéphanie Kochert, si vous avez le choix entre le nouveau Front populaire ou le Rassemblement national, vous dites quoi ? Alors, on va attendre le deuxième tour, mais à l'heure actuelle, je ne voterai pour aucun des 2 extrêmes. Et pour ce premier tour, avec, je vérifie, aux européennes sur la circonscription, 16,7% des voix, où sont justement vos réserves de voix pour ce premier tour ? Alors aujourd'hui, vous le savez, moi je suis de centre droit. J'ai toujours été de centre droit et je suis très honnête. Je viens du même parti que Victor, je viens des Républicains. Vous travaillez ensemble à la collectivité européenne d'Alsace. On travaille d'Alsace, ensemble sur la collectivité d'Alsace. À l'Assemblée nationale également.
Pas toujours, malheureusement. Et je crois que c'est aujourd'hui une opportunité peut-être de construire une nouvelle majorité parlementaire pour l'avoir vécu. Encore une fois, il y a eu des textes où il y a eu de véritables blocages, où on aurait pu trouver un consensus beaucoup plus large. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'enfermer entre le choix de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. On a des gens aujourd'hui démocrates, républicains en France qui veulent justement que cette belle France que nous avons, que cette Alsace, que cette 8e circonscription puisse avancer et ne pas rester dans l'immobilisme. Théo Bernard, peut-être si vous voulez réagir. Oui, tout à fait. Alors, moi, je souhaitais réagir à ce qui vient d'être dit par nos 3 partenaires de ce débat. La première chose, c'est que, effectivement, la France insoumise, je pense que c'est un parti qui mérite d'avoir certaines clarifications, notamment en termes de positionnement sur les respects du droit humain. Concernant le Rassemblement national, je crois que vous avez été candidat dans une autre circonscription à une autre époque. Pourquoi vous choisissez celle-ci maintenant ? Je crois que si vous avez effectivement des attaches, je ne comprends pas l'élasticité des attaches politiques. Je peux vous répondre. Mais ensuite, je termine, je vous ai tous écouté patiemment. C'est une de mes qualités. Et ensuite, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est, je dirais, la faiblesse de la majorité présidentielle, en fait, dans cette circonscription. Je ne parle pas forcément de Stéphanie, mais vous avez soulevé les résultats. Aujourd'hui, avec le Big Bang qu'Emmanuel Macron vient de faire, la majorité présidentielle a entièrement perdu la confiance de nos concitoyens. Et donc, même si effectivement nous avons des points communs et que sur certains sujets on arrive à travailler de manière constructive ensemble, moi l'inquiétude que j'ai, c'est que ce jusqu'au-boutisme d'Emmanuel Macron fasse que notre circonscription aille au Rassemblement national. Justement, on va entendre Théo Bernard du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Écoutez, il y a 2 ans, ma situation personnelle était différente. Il y a 2 ans, j'étais encore étudiant. Là, aujourd'hui, je ne le suis plus. Et j'ai justement envie de retourner dans mes avoir. Quand j'avais 19 ans, pardon, je vous coupe, j'étais déjà au conseil municipal de Gundershofen. Ah bah oui, mais écoutez, Voilà. Vous avez été élu. Moi, je n'ai pas été élu. Donc forcément, vous y étiez déjà au conseil municipal. Donc voilà, le fait est que il y a 2 ans, j'étais toujours étudiant. Là, aujourd'hui, je ne suis plus étudiant. Et justement, je retourne là où il y a mes origines, dans la 8e circonscription du Bas-Rhin. C'est tout. Pourquoi ce parti-là ? Vous y avez adhéré très tôt, Très jeune, à vos 16 ans. Qu'est-ce qui Non, pas mes 16 ans. 18 ans, je sais plus. Voilà, j'avais 18 ans, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui attire un jeune de 18 ans Il y a la fibre sociale que représente Marine Le Pen et le fait que, aujourd'hui, on considère qu'il y a énormément de problèmes. Les Français ont énormément de problèmes, que ce soit pour le pouvoir d'achat, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour l'immigration également. Et les solutions apportées par Marine Le Pen et par le Rassemblement national sont aujourd'hui les plus à même d'apporter des réponses aux problématiques des Français. Myriam Zekab, ça vous a fait sourire. Je ne sais pas si on l'a vu à l'antenne, mais fibre sociale, ça vous a fait sourire. Oui, parce que, certes, encore une fois, je pense que la colère qui est exprimée par le vote Rassemblement national et d'autres partis d'extrême droite, pour le coup, un label qui a été donné par le Conseil d'État à ces 2 partis, au Rassemblement national et à Reconquête. Effectivement, la colère est entendue. La crise sociale, elle est là, effectivement. Par contre, les solutions qui sont apportées par le programme ne répondent pas, mais de loin, à l'urgence sociale qui est posée. Et c'est pour ça que, encore une fois, le problème principal du programme du Rassemblement national, c'est qu'il n'est pas chiffré, c'est qu'il y a eu des basculements. Les promesses que Jordan Bardella a fait pour la campagne des élections européennes sur la retraite, sur l'inflation, sur les retraites, excusez-moi, les questions qui aident directement le pouvoir d'achat des Français, des Françaises, des Alsaciens, des Alsaciennes, il est revenu dessus. Non. Donc, si, il est absolument revenu dessus. Théo Bernard vous répond. Et puis aussi une question, Théo Bernard, sur votre comportement en cas de second tour avec une triangulaire. Vous êtes prêt à faire tomber à tout prix la majorité présidentielle ? Qu'est-ce que vous faites, en fait, vous ? Alors, bien sûr, nous, l'objectif, Monsieur Vogt parlait tout à l'heure de diversité d'opinion. Aujourd'hui, le Rassemblement national est le premier parti en Alsace et il n'y a toujours pas de député Rassemblement national. Donc, autant envoyer justement un député Rassemblement national pour cette fameuse diversité d'opinion. C'est réel. Et vous faites quoi, alors ? Une diversité dans une assemblée où il y a quand même beaucoup de députés Rassemblement national. Eh bien oui. Si vous êtes distancé, si jamais vous êtes distancé, vous faites quoi, Théo Bernard ? Si jamais je ne suis pas au 2e tour, c'est ça la question ? Si vous êtes distancé, vous avez à voter pour qui ? Nous, on laisse le choix à nos électeurs. Ils sont libres de leur vote et libres de leur choix. Stéphanie Pochert, même question.
Qu'est-ce que vous Mais j'avais faites, répondu déjà, je pense, auparavant. Alors, on n'est pas au deuxième tour. Laissons les électeurs faire leur choix du premier tour. Mais ce qui est sûr, je ne me positionnerai sur aucun des deux extrêmes. Myriam, Oui. Sekag, Absolument. que feriez-vous également en cas de triangulaire au second tour? En cas de triangulaire, Mhm. j'appellerai à voter pour nous. En cas de... Si vous êtes distancé, qu'est-ce que vous faites? On ira dans la rue, je pense. Je pense sincèrement qu'on ira dans la rue. Et il faudra, très sincèrement, que pour avoir une alternative qui soit portée, de toute façon, quelle que soit la situation du Front populaire, les jeunes, les syndicats, les associations, les travailleurs seront dans la rue. Il y a une urgence sociale qui sera portée par des acteurs, si ce n'est des acteurs politiques. Si ce ne sont pas les acteurs politiques, ce seront des acteurs civiques. Par contre, vraiment, je crois sincèrement, je me permets de terminer, je crois sincèrement que le Front populaire a une chance, par son programme et par les propositions concrètes pour les personnes en circonscription, de répondre à leurs problèmes du quotidien. Ma question était, est-ce que la rue peut contester le résultat des urnes? La rue peut exiger que le gouvernement fasse son travail. Donc, Madame Cochard, pour clore... si j'ai bien compris, le Front populaire appelle au désordre, au chaos. Il est déjà causé par les politiques néolibérales qui sont portées par la majorité présidentielle, par le RN qui a été bloqué par le même programme, et par les Républicains qui portent exactement le même type de proposition. Qui, par ailleurs, des politiques néolibérales qui sont portées depuis les années 70 par différents dans le monde entier, qui posent des problèmes, qui mènent à une dégradation des services publics, dégrossir l'État, et aujourd'hui on n'en peut plus. C'est pour ça qu'il y a une crise des transports, c'est pour ça qu'il y a des problèmes de gestion de l'eau aujourd'hui. Victor Vogt, Ouais, je souhaitais un petit peu réagir parce quelques secondes. Sur la question de la crise sociale, très clairement, il y a eu un grand décalage entre l'inflation et finalement le pouvoir d'achat. Mais par contre, nous, dans cette circonscription, on est attaché à une valeur fondamentale, c'est la valeur du travail. Je suis désolé, mais quand on regarde le chiffre des experts au niveau du Rassemblement national et du Front populaire, c'est entre 50 et 100 milliards d'euros, en plus du déficit budgétaire d'Emmanuel Macron de 100 milliards d'euros. Et à un moment donné, est-ce que dans ce pays, est-ce que dans cette Alsace du Nord, on ne peut pas se mettre à travailler pour créer de la richesse? Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous propose qu'on continue cette grande soirée politique, cette soirée de débat consacrée à la 8e circonscription du Bas-Rhin avec les enjeux locaux de cette élection. Alors, avant d'aller au fond du territoire, si je puis dire, on entend quand même beaucoup les électeurs globalement parler de sécurité. C'est l'une des préoccupations numéro 1 au niveau national. Théo Bernard, c'est l'un des points forts de votre programme. Est-ce qu'on peut toutefois raisonnablement sur le terrain, à Wissembourg, à Bischwiller, parler réellement d'insécurité? Est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne? Bien sûr. Alors, pourquoi? Déjà, en deux choses. Il y a des vols, il y a de la sécurité partout aujourd'hui dans le pays. On l'a bien vu, on le voit partout, il y a des vols, tout ce qui va être vol et insécurité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, par exemple, avec le pacte asile-immigration qui a été voté au Parlement européen, on va forcer les pays à répartir les migrants dans différents villages, dans différentes villes. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a un lien très clair entre immigration et insécurité. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc oui. Aujourd'hui, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc oui, aujourd'hui, si jamais il n'y a pas de député Rassemblement national qui serait capable de mettre un terme à ce pacte asile-immigration, il y aura de plus en plus de problèmes d'insécurité dans la circonscription. Donc vous voulez dire qu'il peut y avoir des vagues d'immigration qui viennent s'installer dans les villages alsaciens? De là dire une vague, je n'irai pas jusque-là, mais dire qu'il va y avoir les migrants vont être forcés à être dans tel ou tel endroit de la circonscription, oui. C'est une préoccupation. Mais sur la question de la sécurité, c'est une vraie préoccupation. Je vous donne un exemple. La gendarmerie chez moi, elle doit représenter 33 000 habitants. C'est-à-dire normalement 33 gendarmes. Chez vous, c'est Gundershofen. C'est la brigade de Reichshofen-Niederbronn. Il n'y a que 21 gendarmes en fonction. L'organisation des JO nous en enlève encore 5. C'est la présence de l'État, en fait, dans les territoires qui est un vrai souci. Aujourd'hui, il manque 15 000 gendarmes, 15 000 policiers. Il y a un besoin d'attractivité dans ces métiers. Et puis ensuite, sur la question de l'immigration. Est-ce que vous faites le lien, comme Théo Bernard, en disant finalement il y a plein de migrants qui vont venir s'installer dans les villages? J'ai pas dit plein de migrants.
Je ne déformez pas mes propos. C'est ce que vous avez laissé entendre. Ne déformez pas mes propos. Ce Ne déformez pas mes propos. Je vais me permettre de vous donner ma position là-dessus, et c'est aussi la pratique d'un élu de terrain. Moi, je partage l'opinion des Français qui sont attristés par le fait que des gens qui sont fichés S sous OQTF ne sont pas renvoyés chez eux. Il y en a eu, mais pas tous. Par contre, moi, dans ma commune, j'ai été sollicité pour une jeune bosniaque, qui avait 18 au bac, qui avait également, qui était major de promo de son école d'infirmière. Et là, par contre, la préfecture a été rapide pour lui mettre une OQTF. Et donc, je crois que la dignité française, c'est de mériter de la République. Ceux qui ont démérité de la République, je suis d'accord, doivent s'en aller. Par contre, ceux qui méritent de la République méritent de rester. Et chaque être humain doit être traité sans distinction de race et d'origine. Madame Bochert, comment défendre la politique je ne vais pas revenir sur le sujet que défend le RN, forcément, qui lie toujours l'immigration à l'insécurité. C'est le chiffre de votre ministère, madame. Surtout sur la 8e circonscription, j'allais dire, on n'est pas non plus à un niveau de criminalité élevé. Pour avoir fait le tour de toutes les gendarmeries, tous les gendarmes me disent bien qu'on est quand même sur un territoire assez tranquille, entre guillemets, si vous me le permettez. Ensuite, le lien, j'allais revenir aussi sur les brigades de gendarmerie. J'ai rencontré le général qui commande la brigade de gendarmerie du Bas-Rhin. Vous le savez, nous avons mis en place des brigades de gendarmerie supplémentaires à travers une loi. Et on nous a fait la demande justement pour qu'on installe une nouvelle brigade de gendarmerie sur la 8e circonscription. Aucun maire n'a souhaité avoir une brigade supplémentaire. Cela prouve bien qu'on n'est pas... peut-être Stéphanie Kocher. Mais je l'ai appuyé. On a même voulu aller sur une brigade transfrontalière. Malheureusement, ça n'a pas été retenu par les élus locaux. C'est un constat, je ne le regrette pas, je ne juge pas. Donc simplement pour un petit peu nuancer cette histoire d'insécurité. Alors l'insécurité, il y en a, je ne dis pas le contraire. Quand on voit les déferlements qu'on a eus l'an dernier au mois de juin et les dégâts sur les bâtiments publics, sur parler des émeutes du mois de juin 2023. Ce qui fait vivre nos concitoyens. Et ce qui est malheureux, c'est souvent que ce soit des structures qui sont utilisées par les plus dépourvus dans notre société. Je crois que c'est vraiment un travail de fond. L'insécurité, d'accord. Il faut augmenter les services de police, ce qu'on a fait, je le rappelle quand même. Mais c'est véritablement un travail de fond aussi sur l'enfance. Moi, je viens de la protection de l'enfance. Vous comprendrez qu'il y a aussi une problématique là-dessus. Myriam Zekak, ça va être une priorité de campagne pour vous, cette question de la sécurité ? De la sécurité, mais par contre, il faut la prendre par le bon bout. C'est-à-dire que vous me posiez la question tout à l'heure sur la position de la France insoumise sur les droits humains. C'est un enjeu, en fait. Dans quelle mesure on veut être une terre d'accueil pour ces personnes-là ? Dans quelle mesure l'insécurité est clairement liée à la pauvreté ? Il y a un lien direct qui a été établi par des économistes, par des sociologues. Donc, à un moment, la crise sociale, elle mène à des conditions comme ça. Je ne dis pas que c'est 100% des cas, maintenant, effectivement, et c'est pour ça qu'on a quand même des appareils d'État qui préservent un peu l'ordre, comme vous le disiez. Maintenant, si on veut s'attaquer aux problèmes de fond, il faut des services publics, il faut des structures d'accueil, il faut des écoles dont on ne ferme pas les classes, il faut des espaces où ces personnes peuvent apprendre le français et l'alsacien, il faut des espaces où ces personnes peuvent interagir, s'intégrer. Voilà, c'est un travail. Et ça fait partie de l'urgence sociale à laquelle nous souhaitons répondre. Alors, un des sujets d'actualité sur votre circonscription, c'est ce projet de parc industriel à Athènes qui pourrait être construit et dédié à la filière lithium. Il soulève la colère des habitants, des agriculteurs, puisqu'il serait construit sur des terres cultivées. Dossier qui illustre l'éternel dilemme entre les enjeux économiques et les enjeux environnementaux. Je voudrais vous entendre tous les quatre sur ce dossier. Quelle est votre position ? Peut-être Théo Bernhardt, vous élu, est-ce qu'on le fait ou pas, ce projet de parc industriel ? Alors, le problème de ce projet de parc industriel, c'est qu'il est très opaque. Aujourd'hui, les habitants et les agriculteurs
n'ont pas été consultés, ou du moins on les a mis devant le fait accompli sur ce projet. On nous parle de 54 hectares, c'est énorme 54 hectares, puis après on est revenu à 40 hectares, donc on va commencer, enfin c'est déjà la surface qui va être utilisée, c'est laquelle, et il y a beaucoup de craintes, que ce soit au niveau du coup de la géothermie, avec des tremblements de terre, avec l'augmentation du trafic, et avec du coup le... Donc vous n'y êtes pas favorable? C'est pas que j'y suis pas favorable, c'est qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table et que tous les objectifs et que toutes les entreprises, donc quand je dis tous les acteurs, donc les entreprises, les collectivités, les habitants, les agriculteurs, tout le monde autour de la table, que les enjeux soient clairement définis et après de trouver une solution qui convienne à tout le monde dans ce sujet. Myriam Zekak, vous, députée, vous mettez un stop à ce projet à Athènes? Je le mets en pause dans tous les cas, parce qu'effectivement, il y a eu un manque de consultation, mais par contre, il y a quand même un problème écologique important qui se pose, c'est-à-dire forêt. Mais pourquoi? Pour collecter du lithium qui ne sera pas suffisant, qui de toute façon devra être renvoyé de l'autre côté de la planète pour être traité, pour créer des batteries, qui ne seront pas suffisantes pour l'entièreté du parc industriel français. Vraiment, est-ce qu'on veut sacrifier des terres cultivables pour ça? Est-ce qu'on veut déranger les personnes qui cultivent, qui pourraient utiliser ces terres de culture? Non, je pense qu'il y a un travail de consultation. Il faut entendre la voix des personnes qui ne veulent pas mettre en hypothèque l'avenir de nos prochaines générations, la nourriture, la gestion des ressources agricoles. C'est également un problème très important dans cette circonscription et c'est celui auquel les agriculteurs et agricultrices qui sont contre ce projet se battent. Victor Vogt, parce que ce sont quand même aussi des milliers d'emplois à la clé, le faire ou pas le faire? Justement, moi j'ai 3 remarques par rapport à ça. La première chose, c'est la dernière grande zone industrielle en fait, qui est potentiellement ouverte à l'urbanisation. On est dans l'ère de la réduction de la consommation foncière, moi je souscris à ça. Avec la loi de la Mais il faut aussi que la protection de l'environnement permette aux hommes et aux femmes de vivre. Et en Alsace du Nord, on a besoin de créer de l'emploi. Et donc moi je suis favorable déjà à la création d'emplois. La deuxième chose, c'est que cette zone doit être essentiellement consacrée à une énergie propre qu'est la géothermie. Moi je pense qu'il faut maîtriser les choses avec de la consultation, des géologues, de la science, faire les choses intelligemment. Et je pense que par rapport à ça, on peut créer des réseaux de chaleur qui permettent de réduire notre empreinte carbone. Et je crois que la réalité, elle est là. Donc il faut qu'on sorte, je pense, des débats, soit pour mettre sous cloche ou de dire pas forcément dans mon jardin. Je pense qu'il faut être autour de la table et se dire que des projets qui créent de l'emploi sur le territoire doivent pouvoir être portés. Stéphanie Cochert. Oui. Alors, c'est un projet. Il y a 2 choses dans ce projet. Il y a le parc industriel, le lithium et même 3 choses, la géothermie. La géothermie qui peut faire peur avec les qui séismes. peut faire peur à travers les séismes qui ont été moindres. Là, ces derniers jours, on ne peut pas le comparer à ce qui s'est passé près de Strasbourg, où Font-Roche était allé bien plus profond que ce qu'il aurait dû eu le droit de faire. Concernant le lithium, alors moi j'entends Madame sur les batteries. Alors malheureusement, je n'ai pas pu aller au bout de cette mission d'information que nous avions justement avec un collègue RN où nous étions en Suède et au Congo pour une mission d'information sur tout ce qui était terres rares, dont fait partie le lithium. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut ici, en France et en Alsace. Est-ce qu'on veut être dépendant des Chinois, puisque c'est les Chinois qui aujourd'hui produisent à 90% le lithium et le transforment en batterie, ou est-ce qu'on veut quelque part aussi une indépendance de la France par rapport à ça? Absolument. C'est un choix. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, à travers la géothermie, d'avoir du lithium en France, avec aussi également une mine à ciel ouvert dans l'Allier, qui pourrait correspondre à 70% de notre production de lithium en France. Mais est-ce vraiment c'est un choix de société. Oui. C'est un choix de société. Vous voulez la transition écologique. La transition écologique, elle passe par quoi? Une heure. Je voudrais qu'on termine cette émission. Si vous voulez bien, sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de voitures Très électriques? vite, en quelques Très vite, il nous reste quelques secondes. Je rejoindrai totalement Victor là-dessus. L'Alsace du Nord est en perte d'attractivité. Il faut des emplois. Et après, mesurer
Aujourd'hui, il y a des études environnementales et je pense que notre loi est assez bien faite pour que tout le monde soit respecté, aussi bien les agriculteurs que l'environnement. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais juste qu'on évoque ce dossier de la sortie éventuelle de l'Alsace du Grand Est, puisque c'est un sujet qui a été en une de l'actualité ces derniers mois, avec Emmanuel Macron qui a rouvert la porte à l'autodétermination, en quelque sorte, via éventuellement des référendums. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation des Alsaciens, Théo Bernard ? Oui, bien sûr. Ça, depuis la création de la région Grand Est, tous les Alsaciens veulent sortir de Donc du Grand Est. vous appuierez là-dessus pour qu'ils sortent Oui, tout à fait. Si jamais, et d'ailleurs, c'est un engagement que je prends, c'est que si jamais je suis élu, dans les premières semaines de mon mandat, je déposerai un projet de loi pour faire sortir l'Alsace du Grand Est. Une proposition. Myriam Zekag, je n'avais pas votre Oui. position. Pardon. Là-dessus. Ma position, c'est l'absurdité de la région Grand Est. Le tracé n'est pas logique, effectivement, pour les Alsaciens et les Alsaciennes, Donc pour les vous êtes personnes qui aussi y habitent. pour une sortie de l'Alsace du Grand Est. Il faut reconsidérer le tracé. Après, est-ce que c'est la priorité ? Est-ce que vraiment encore une réforme administrative, c'est immédiatement la priorité ? C'est encore la priorité, Victor Moi, Vogt. j'aimerais dire, Ils ne sont pas lassés. moi, les j'aimerais dire Alsaciens. 3 choses. Rapidement. si vous voulez. Rapidement, conclure. le Rassemblement national est contre les régions. C'est Il est départementaliste. Au niveau de la région Grand Est, elle est dirigée par un président de région qui est Horizon, avec un président de la République qui a changé 3 fois d'avis sur le sujet. Et ensuite, moi je pense qu'effectivement les Alsaciens ont une âme, qu'elle a le droit à la dignité, qu'elle doit être respectée. Et si vous posez la question n'importe quel moment, vous avez 7 à 8 Alsaciens sur 10 qui veulent une existence institutionnelle et pour moi c'est un droit. Stéphanie Cochard, vraiment en quelques secondes, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de conclure tout à l'heure. Vous connaissez ma position, c'est celle que je défendais déjà en 2022. Simplement aujourd'hui, pour vous dire, qui a créé la CEA ? Édouard Philippe. Alors simplement, moi je reviens vers vous tous en vous disant, aujourd'hui on passe par le législatif. Donc ça veut dire la moitié des députés plus 1 pour voter une loi. Trouverons-nous, nous, les députés alsaciens, la majorité. Et nous restons D'autant plus que nous avons déjà travaillé là-dessus. là-dessus. Vous ayez tous Exactement. le temps de vous adresser directement aux électeurs et c'est important. Vous allez pouvoir prendre la parole par ordre déterminé, par tirage au sort. Je vais y arriver. Et c'est vous, Myriam Zekag, qui avez la parole. On vous écoute. Merci beaucoup. La chose sur laquelle je veux insister, c'est l'histoire sociale de l'Alsace, en fait, qu'il ne faut pas oublier. C'est bien là qu'on a eu quand même le berceau du mutualisme. Et je pense que les personnes qui nous écoutent s'en souviennent, les personnes qui nous écoutent le savent. Il y a un travail à faire pour créer de la cohésion sociale, de l'ensemble, de la dignité, et cesser d'hypothéquer l'avenir. Il faut mettre fin à cet avenir de voitures électriques, de surexploitation des terres, de surexploitation des gens. Il faut y mettre fin. Et je pense sincèrement que les habitants de la circonscription le savent le rôle que leur circonscription, que l'Alsace peut jouer en France et en Europe en termes d'exemplarité sur tous ces sujets-là. Merci Myriam Zekag. Juste sur le gong, on enchaîne avec Stéphanie Cochert. Oui, alors moi déjà je voulais remercier les électeurs qui m'ont fait confiance il y a 2 ans et s'ils me redonnent cette confiance, forcément nous allons travailler avec Édouard Philippe pour une stabilité pour notre pays, pour une nouvelle majorité parlementaire parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ce que attendent les Français aussi. Et sur notre circonscription, on ne l'a pas abordé aujourd'hui malheureusement des enjeux très forts sur la santé, la désertification médicale, le transfrontalier, mais également la ruralité sur les services publics. Alors, ils n'ont pas tous disparu, ils changent tout simplement. Donc, un gros travail à faire là-dessus parce qu'aujourd'hui, si nos concitoyens votent vers les extrêmes, c'est souvent parce qu'ils se sentent oubliés. Merci Stéphanie Madame Cochert. Et on enchaîne avec Théo Bernard pour le Rassemblement national. Alors moi aujourd'hui j'ai l'honneur de représenter la coalition de l'Union nationale dans notre circonscription. Les dimanches 30 juin et 7 juillet finalement il n'y aura que 2 choix. Celui d'une France gouvernée par Jean-Luc Mélenchon ou celui d'une France dirigée par Jordan Bardella qui vous redonnera enfin du pouvoir d'achat et qui garantira votre sécurité. Ces élections, elles sont décisives pour le pays et pour la première fois dans notre histoire, nous avons l'opportunité d'envoyer une majorité absolue de députés patriotes à l'Assemblée nationale. Après 7 ans de macronisme soutenu par les Républicains, le vent peut enfin tourner. Alors pas de dispersion et pas d'abstention. Quand le peuple vote, le peuple gagne. Vous avez même quelques petites secondes d'avance. Alors votez Rassemblement national. Et voilà, on arrive au gong et on termine avec Victor Vogt. Je suis Victor Vogt, j'ai 35 ans, maire et conseiller d'Alsace. Je suis l'enfant du pays. Voter l'enfant du pays, c'est voter ni pour la majorité présidentielle, ni pour le Rassemblement national. Voter l'enfant du pays, c'est finalement choisir l'Alsace, sortir du Grand Est, défendre sa langue,
Voter l'enfant du pays, c'est choisir une droite républicaine. Voter l'enfant du pays, c'est finalement essayer de vous représenter toutes et tous en tant que députés, au-delà de nos convictions politiques. Voter l'enfant du pays, finalement, c'est essayer de se battre simplement pour l'Alsace et pour la France. Voter l'enfant du pays lors de ces élections législatives, Monsieur Victor Vogt. Merci à vous quatre. Parfait, on arrive à la fin de ces 40 secondes. Et nous voilà également au terme de cette grande soirée politique sur France 3 Alsace et sur les ondes de France Bleu Alsace. Continuez à suivre cette campagne à travers nos antennes, nos sites internet et nos réseaux sociaux. La campagne continue sur France 3 et France Bleu. Nous vous souhaitons une très belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bravo.